Salut tout le monde, bienvenue chez Menji. Moi, je suis votre host, Bichulalo Kabeya. Et comme vous savez, à chaque fois chez Menji, j'invite des gens qui m'inspirent dans cette communauté, qui font vraiment du travail pour faire avancer notre communauté. Et aujourd'hui, je suis avec Brown Tea Marketplace. Soraya et Melissa, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, moi aussi ça va. Comment va la vie d'entrepreneuse? C'est pas facile. Surtout dans des jours comme ça. Il faut savoir que aujourd'hui, c'était grève avec le train. Bruxelles était bloquée de partout. Mais we made it. On est quand même là et je suis vraiment contente que vous êtes là. Je vais quand même vous donner du temps de vous présenter et après, on va continuer notre conversation. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Melissa, la cofondatrice de Brown Tea Marketplace. Et donc, moi, c'est Soraya, sœur de Melissa, donc également cofondatrice de Brown Tea Marketplace. Waouh, j'admire ça déjà. Donc, deux sœurs qui travaillent ensemble, côté professionnel. Parce que normalement, on dit, il ne faut pas faire des affaires avec la famille parce que ça ne tourne pas bien. Ça dépend. Mais là, voilà exactement. Maintenant, là, je vois que you're doing it. Ça se passe comment pour travailler avec ta sœur? Bah, honnêtement, tout se passe bien parce que ma sœur et moi, on est très, très proches déjà de base dans la vie de tous les jours. Et donc, au niveau professionnel, on va dire qu'on aspire un peu aux mêmes choses. On a un peu la même vision, pas totalement. Mais justement, sur certaines choses où moi, je vais voir différemment les choses, elle va me compléter et inversement. En fait, on va dire qu'on se complète, même si des fois, on peut se prendre la tête. Mais vu qu'on sait qu'au final, on est des sœurs, il y a le lien du sang qui prime. Donc, au final, on passe au-dessus de ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que travailler en famille, ça fait pas bon ménage parce que si après, il y a des gros conflits, ça risque d'aller loin. Mais non, ce qui nous concerne, pour l'instant, et j'espère que ça va continuer comme ça, on n'a eu aucun problème. On est très fusionnels depuis qu'on est petite, en fait. On a été éduqués comme si on était des jumelles. On a juste 1 an d'écart. Oh, wow. Donc, il y a vraiment cette facilité. On se comprend, on est pareil pratiquement. Donc, pour nous, c'est une facilité de travailler ensemble, concrètement. Ça, c'est vraiment super parce qu'il y a certains, même, on dit même avec ta bestie, il ne faut pas travailler parce que ça n'a pas tous les problèmes, mais ça fait plaisir. Pour moi, en fait, c'est important de choisir son collaborateur, la personne avec qui tu vas fonder ton projet. Et avec ma sœur, pour nous, c'est une évidence. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire. Wow, ça, c'est vraiment super. Et c'était quoi alors le secret dans l'éducation quand vous dites que vous étiez assez proches depuis que vous êtes petite? Normalement, les sœurs, ça s'étire. On a eu des moments quand on était plus jeunes où on se disputait pas mal. Et ça, je pense que c'est comme chez tous les enfants. Et en grandissant, en fait, on a été... En fait, depuis le début, on a exactement le même cercle d'amis. Ma mère, elle nous a toujours éduqués comme des jumelles. Elle n'a jamais fait la distinction entre moi et... entre ma sœur et moi. Sachant qu'on a juste 1 an d'écart. Donc, en fait, on s'est toujours suivis. On a été dans les mêmes écoles. On a fait les mêmes études. On a fait pratiquement le même parcours à une différence près. Et je pense que c'est ça aussi qui a facilité qui a renforcé aussi notre relation. Non, ça, c'est vraiment magnifique. Donc, moi, j'ai commencé à vous suivre sur Instagram. Déjà parce que quand je vois tout ce qui a à voir avec cosmétiques, des produits naturels, les filles qui savent prendre soin de leurs cheveux, faire leurs soins toutes seules à la maison, moi, ça me passionne énormément parce que moi, je fais vraiment partie de ces jeunes filles qui, voilà, je dors avec eux, je protège pas mes cheveux, je dors comme ça. Franchement, tout ce que je fais, c'est vraiment me démaquiller, mais j'ai pas une routine que ça soit pour ma peau, avant de dormir, tu vois, pendant l'été, mettre de sunscreen et tout comme ça. Ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui faisait partie de ma quotidienne, mais j'essayais à chaque fois, tu vois, de faire des efforts pour en fait me mettre là-dedans, vraiment de me concentrer en ça et de trouver ça important. Parce que ça montre aussi quand même l'amour pour soi-même, tu vois, pour son corps, ce respect-là. Et surtout, nous, en tant que femmes noires, si tu gâches, par exemple, tes cheveux et après, c'est pas que tu vas sortir dehors, rentrer dans le creux-de-vat. Bon, maintenant, creux-de-vat fait sans mieux, excusez-moi. Que tu veux directement trouver quelque chose, mais c'est pas évident pour nous. Exactement. Tu vois, si t'as pas un African shop tout près de toi et tout, donc il faut bien se préparer. Tu dois avoir tous tes produits à la maison. Et en fait, je voulais demander, c'était quand que vous avez eu l'idée de commencer Brown Tea Marketplace? Comment vous avez senti les besoins de votre plateforme dans notre communauté? Justement, en fait, c'était, on va dire, durant l'année 2020-2021, pendant la période du Covid. En fait, ma sœur et moi, de base, on est des personnes qui sont passionnées par les cosmétiques, par la skincare, par la mode. Bon, toutes les femmes, elles sont un peu passionnées par ça. Mais nous, on a vraiment, avec le temps, plus on grandissait, plus on était soucieuses, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on va mettre sur notre peau et qui risque pas d'abîmer notre peau. Pareil pour nos cheveux.
Sachant qu'en fait, nous, la communauté noire, on a des problèmes qui nous sont spécifiques. Hyperpigmentation, nos cheveux, par exemple, on peut avoir différentes matières de cheveux en fonction d'une personne à une autre. Elle peut avoir une matière de cheveux différente de la mienne. Ça varie dans la communauté noire même. Et donc, au final, ma sœur et moi, on réfléchissait, en fait. Il y a des marques émergentes sur les cosmétiques, mais généralement, de ces marques émergentes, on ne connaît pas forcément les dessous. On sait comment, on voit le produit, mais on ne sait pas comment ça a été créé. On ne sait pas la manière dont ils ont produit les choses. Et en fait, on s'est dit, comment on va pallier à ça? Comment on va réussir, en fait, à trouver des produits, à utiliser des produits auxquels on peut faire confiance à ces produits? Et en fait, de là, c'est là qu'on a commencé un peu à prospecter sur Instagram ou sur Internet. Et on a trouvé plein de petites pépites, en fait, des créatrices qui faisaient des produits pour les cheveux, pour la peau. En fait, ces créatrices, c'est des femmes afro, en fait, c'est des femmes africaines et qui, justement, sont touchées par ces problématiques. Ça veut dire que c'était des femmes qui avaient de l'hyperpigmentation. Et donc, en fait, pour pallier à ça, elles réfléchissaient comment créer quoi. Donc, elles se sont bien instruites. Et en fait, on a vu que c'était des vrais produits qualitatifs qu'on a achetés avant, qu'on a testés. En fait, on s'est dit qu'il faut faire ça. Il faut faire connaître ce produit auprès de la communauté afro pour justement s'entraider entre nous, évoluer et ne pas avoir peur de consommer. Parce que, comme tu l'as dit, généralement, c'est pas n'importe où qu'on va aller acheter un produit et le tester parce qu'on ne sait pas quelles conséquences il va avoir sur nos cheveux. Exactement. J'ai juste à préciser qu'en fait, donc il y a eu toute cette remise en question sur notre manière de consommer. Et en amont, je pense que tu t'en souviens, mais en 2020-2021, il y a eu le mouvement Black Lives Matter Exactly. qui a malheureusement chamboulé toute l'Europe, les États-Unis, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on avait remarqué pas mal. En fait, il y avait une polémique sur les réseaux sociaux qui disait que certaines marques prenaient position face à ce mouvement-là. Mais quand on regardait leur manière de communiquer, leur direction artistique et toutes les valeurs qu'elles prenaient, ils n'étaient pas forcément en direction de la communauté afro. Il y avait une sorte d'hypocrisie qui gravitait sur les réseaux sociaux en rapport avec ce mouvement-là. Et en fait, il y a eu beaucoup de personnes de la communauté afro qui se sont plaintes de cette hypocrisie en disant « Ouais, mais ces marques-là, de base, ne mettent jamais en avant des modèles ou des mannequins noirs. » Et comme par hasard, aujourd'hui, parce qu'il y a le mouvement Black Matter, ils vont mettre le fond, enfin l'image noire sur leur feed. Et en fait, de ce constat-là, on a eu le déclic, en plus de ce changement de d'habitude de consommation, où on s'est dit, en fait, on se plaint, mais il faut faire les choses à côté. Et de là, de fil en aiguille, on a commencé à se dire comment nous, on pourrait pallier à ce manque qui existe auprès de la communauté, que les autres marques qui existent n'arrivent pas à pallier. Je ne dis pas qu'on est les premières à avoir créé une marketplace afro. Hein. Il y en a d'autres qui existent, certes, mais il y avait déjà des gaps, peut-être au niveau de la communication, comme je l'ai expliqué, auprès de ces marketplaces-là, où il y avait cette hypocrisie qui existait auprès de marques occidentales qui ne se positionnaient pas forcément pour les personnes afro, mais qui du jour au lendemain ont fait semblant de le faire. Voilà. Oui, et tu sais, ce qui m'a frappé fort, c'est quand tu as dit, vous avez eu ce déclic-là, que vous avez trouvé des femmes noires qui créent en fait leurs produits naturels à la maison parce qu'elles ont des problèmes des peaux qu'on ne trouve pas des solutions dans des produits mainstream. Mais je me dis, en 2021, mais il y avait déjà toute cette vague de Black is beautiful, voilà, les dark skin, elles étaient maintenant dans la mode et tout ça. Et c'est ça, en fait, aussi la question que je voulais poser, c'est que qui a vraiment bénéficié dans tout ça? Tu vois, moi, je me pose vraiment la question, qui a bénéficié dans tout ce vague de Black is beautiful, accept yourself, natural hair et tout ça? Parce que j'ai à chaque fois l'impression comme si on a eu beaucoup des indépendantes, des entrepreneuses dans notre communauté qui ont aussi essayé en fait de surfer sur cette vague, mais on voit pas, j'ai l'impression comme si ça tombe. Tu vois, ça dure pas. Ok. Ça dépend. Par exemple, le mouvement Napi, c'est un mouvement qui existe depuis des années, qui a pris son temps pour pouvoir se faire comprendre au sein de la communauté. Tu as des personnes qui sont des personnalités ultra connues dans ce mouvement-là en France, comme par exemple Black is Beautiful. Et en fait, par exemple, elle parlait du mouvement Napi à l'époque, au temps des blogs où il n'y avait pas encore tout ce qui est Instagram, etc. Et c'est vrai que les gens qui la suivaient à ce moment-là savaient se positionner et la comprenaient. Mais par exemple, nous, je ne sais pas comment expliquer. Je pense que tout dépend de la prise de conscience. Ouais. Ils existent, les mouvements ont toujours existé. Les marques qui mettent en avant les problématiques des femmes afro ont toujours existé. Tu as des plateformes comme Judah, tu as des plateformes comme... comment on appelle ça? Tu as des marques comme Les Secrets de Loli qui ont existé depuis, qui sont destinées en fait à nos problématiques, mais qui parfois ne touchent pas tout le monde. Qui peuvent toucher une partie, je ne sais pas, par exemple de la France, qui peuvent toucher, qui vont pas arriver jusqu'en Belgique, des choses comme ça. Les produits Les Secrets de Loli, on met par exemple beaucoup de temps à arriver en Belgique, alors que ça existait déjà pas mal en France. Donc je pense que tout dépend de la manière de communiquer
et aussi à quel public ils communiquent le message. Enfin, moi, je pense que c'est plus ça. Et pas forcément que ça s'essouffle, c'est que ça prend du temps aussi à toucher tout le monde. Ouais. Et localement, je pense que ma question aussi que je posais, je visais vraiment, c'est vraiment localement, vraiment les gens qui font des choses locaux, mais tellement que quand le vague arrive, tu vois, c'est trending, on commence à faire de la place pour nous. Et moi, j'avais l'impression comme si c'est plutôt vraiment encore des grosses marques qui, à la fin, en fait, ne donnaient pas déjà d'attention à notre communauté. C'est eux qui sont venus et ils ont pris, en fait, cette place-là, les déçus. Et même s'ils avaient des personnalités noires qu'on mettait en avant, mais là où vraiment l'argent rentrait, c'était pas vraiment nous. Et c'est pour cela, je trouve une plateforme comme Brownty vraiment super intéressant parce que quand je lis votre site, vous avez aussi parlé que vous voulez vraiment que l'argent vraiment puisse vraiment circuler chez les locaux et dans la communauté. Et comment ça se passe? Totalement. Mais en fait, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que quand on regarde des grosses marques qui se sont positionnées sur les problématiques des personnes afro, est-ce que l'intention derrière est vraiment de se concentrer sur nos problématiques ou c'est purement financier? Je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense qu'il y a beaucoup le côté financier. Par exemple, tu as des marques comme Garnier, Fructis, des choses comme ça, qui ont commencé à sortir des gammes pour les personnes aux cheveux texturés, certes, mais c'est pas comme si nos problématiques ont émergé durant les années 2020-2021. Elles ont toujours existé. Et il y a eu, oui, ils ont surfé sur la vague. Ils ont surfé sur cette trend qu'il y a eu par rapport à la prise de conscience au sein de la communauté afro. Et derrière, oui, ils ont pris leur argent. On va pas non plus faire semblant. Et je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire par rapport au mouvement Black Lives Matter, c'est qu'on a compris l'essence en fait de ce mouvement. En tout cas, une partie du mouvement, c'est que l'argent doit rentrer pour nous. Enfin, tout doit être produit par nous, pour nous. Et on sait qu'en fait, il faut créer une économie circulaire et le pouvoir que la communauté a, c'est le pouvoir du porte-monnaie. Tu as de l'argent, c'est déjà une manière de pouvoir protester, de savoir comment tu vas utiliser ton argent. Ne pas acheter par exemple chez L'Oréal ou chez Garnier. Pourquoi? Par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur méthode de production, par rapport à leur éthique, et peut-être faire plus confiance à une marque locale, certes qui va être peut-être un peu plus cher, c'est vrai, parce que du coup, malheureusement, on n'a pas le budget qu'eux, ils ont, mais qui aura derrière des valeurs qui sont beaucoup plus ancrées, plus fortes, et qui vont vraiment concerner nos problématiques. Et donc, je pense que ça dépend de la prise de conscience aussi au sein de la communauté. Et c'est un peu le challenge que ma sœur et moi, on a, et qu'on a remarqué avec Brownty, c'est que la communauté fait difficilement confiance, en fait. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'il y ait des figures avec un peu plus de notoriété pour appuyer les projets qui existent. C'est ça aussi la difficulté, mais on en parlera un peu plus tard. Oui, et c'est pour cela que vous avez aussi commencé à faire des événements, je pense aussi pour être aussi beaucoup plus proche de votre public. Et quand je regarde les vidéos et tout comme ça sur Instagram, je vois quand même il y a vraiment du monde qui arrive, donc ça veut peut-être quelque part dire que on vous fait confiance. Et en fait, comment vous construisez cette confiance-là? En fait, c'est un peu comme tu viens de le dire. Les événements, on les a débutés parce que, certes, la communauté, ils ne nous font pas confiance. C'est un petit peu justifié parce que généralement, quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne va pas avoir confiance en ça. Donc, on s'est dit, avec les événements, les pop-up stores en général, ça permet en fait de tester le produit, poser des questions, rencontrer les créatrices. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que la plupart de nos créatrices, elles ne viennent pas que de Belgique. Donc, il y a des créatrices de Londres, des créatrices de France et en Suisse. Donc, au final, ça permet aussi au public belge d'avoir des produits qui ne sont pas forcément en Belgique. Et donc, au final, quand on a fait plusieurs événements, ça a permis en fait à ces personnes de venir tester les produits. Ça permet aussi de créer un lien de confiance parce que vu qu'on n'est pas connus non plus, ben là, on était présente pendant les événements, on parlait de nous, on racontait notre histoire, on expliquait le pourquoi. Et en dehors de ça, ce que je veux aussi préciser, c'est que Brownty Marketplace, c'est uniquement des créatrices afrodescendantes, mais les gens avec qui on travaille en dehors de Brownty, donc ça veut dire celles avec qui on a créé notre marque, les gens... En fait, les gens avec qui on s'entoure, on essaie aussi de donner l'opportunité aux femmes afrodescendantes de travailler avec nous, pas que sur la marketplace, mais en dehors. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement pour en fait créer un petit réseau où on se soutient entre nous. Il y a beaucoup de femmes afrodescendantes qui sont talentueuses, mais le problème, c'est que généralement, elles n'ont pas forcément la même opportunité que les autres femmes en Belgique, on va pas se mentir. Et donc, on se dit, c'est le moment entre nous d'éviter d'avoir une atmosphère de méfiance, de se faire confiance et de donner l'opportunité à nos sœurs, quoi. Oui, et vous savez, là même on parle de confiance, mais moi je me dis,
il faut aussi en fait se reconnaître et se dire j'ai aussi le droit de me traiter avec des produits naturels et qu'on voit aussi vraiment l'importance dans ça. Je pense que on est tellement habitué en fait au rentrer au magasin, prendre quelque chose, tu sais pas, ça a été fait comment, il n'y a pas d'explication, mets ta confiance plutôt au nom du brand et que tu prends seulement comme ça. Et aussi les femmes noires dans l'espace, tout ce qui est wellness, en fait dans l'espace de en fait prendre soin de son corps. Je pense aussi que ça aussi c'est un mouvement que on a aussi vraiment plus commencé à booster ça, à pousser ça aussi aux femmes. Donc quelque part, c'est pas seulement faites-nous confiance, mais vous leur proposez aussi quelque chose, de leur dire vous avez droit à ça. Est-ce que vous avez aussi un peu remarqué en fait cette manque de confiance en soi, de se dire en fait, mais est-ce que je mérite en fait ce genre de traitement? Parce que quand je vois ça, ça a vraiment l'air, c'est détendant, tu vois, votre marque. C'est calme, tu vois, c'est pas forcément like, ah, look at me, I'm thick, you know, like, vraiment, c'est vraiment tous les formes, c'est tous les femmes. Je pense aussi que ça, c'est un point super important. Oui, en fait, ça fait partie d'une de nos valeurs, parce qu'il faut savoir que Branchy Marketplace, comme ma sœur l'a expliqué, le but, c'est mettre en avant la créativité des femmes afrodescendantes dans le monde de la mode et des cosmétiques. Et ça passe par une histoire, par une vision et par des valeurs. Et nos valeurs, ce sont des valeurs qui sont authentiques, qui sont fortes. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de trouver des marques qui s'alignent à nos valeurs. Et donc, nos valeurs, concrètement, c'est l'éco-responsabilité. C'est le fait de travailler avec des marques qui sont éthiques, c'est-à-dire dont on a un processus de production qui est éthique. Il n'y a pas, par exemple, de tests sur les animaux. On met en avant beaucoup de marques qui sont locales aussi. Quand on dit local, on parle de l'Europe principalement, donc des marques made in Belgium, made in France, made in UK. Et aussi le côté inclusion, tu parlais de ça tout à l'heure. C'est important de mettre en avant, par exemple, des personnes qui vont avoir des boutons, parce que ça fait partie de la vie quotidienne, en fait, et c'est représentatif de la population. Mettre des femmes qui n'ont pas un corps tout lisse, qui vont avoir, par exemple, un peu de vergeture, des choses comme ça. Et la dernière valeur qui est ultra importante pour nous, c'est l'empowerment féminin. Et quand on parle d'empowerment féminin, c'est à double sens. Le premier axe, c'est le fait de travailler avec des femmes afrodescendantes pour les femmes afrodescendantes. Donc, c'est-à-dire participer à l'élévation de la femme afro au sein de l'écosystème afro, tout simplement. Et quand on parle d'écosystème, c'est que l'argent rentre pour nous et qu'il est pour eux. Enfin, pour nous. Donc, il rentre par nous, pour nous, pardon. Et donc, du coup, c'est mettre en avant, comme on expliquait, leur créativité, élever la femme à travers leur travail. Et l'autre axe de l'empowerment féminin, c'est l'autodétermination. C'est-à-dire que notre but, c'est de montrer à notre communauté qui nous suit que si ces femmes-là, qui viennent de différents milieux, qui ont des conditions sociales et économiques différentes les unes des autres, qui vivent en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse ou en Hollande, toutes ces femmes-là, elles ont tous des parcours différents, elles ont des âges différents. Certaines ont des enfants, d'autres sont célibataires, d'autres sont très jeunes, d'autres sont un peu plus âgées. Mais elles ont pu, au final, mettre sur pied leur projet et concrétiser leurs rêves. Et donc, si elles ont pu le faire, les personnes de notre communauté peuvent également le faire. Donc, c'est vraiment cette double axe, c'est l'élévation de la femme afrodescendante à travers leur marque. Et à côté de ça, l'autodétermination et le fait de pouvoir motiver et donner envie à toute femme de poursuivre leurs rêves. Wow. Voilà. Super. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment c'est des super bonnes valeurs. Et je trouve ça super important parce qu'entre nous, les femmes noires, on n'a pas toujours l'histoire de mon argent, c'est ton argent. Je fais ça pour toi. Tu vois, c'est toujours un peu ça, c'est pas. En fait, même pas seulement femme noire, mais en général, si on rentre même juste dans le sujet femme, que voilà, il y a pas ce soutien-là. Et je pense qu'aussi dans votre secteur, déjà, tu sais qui est beauté, tu sais qui est ça. Donc, c'est très compétitif. Et maman est. Attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as raison, t'as dit, c'était bien ce que tu disais. Le secteur est très compétitif, mais oui. Ah, j'ai bien dit le mot. Oui. Ah, je pensais que j'avais mal dit. Non, mais je veux avoir confiance en moi, français. Non, c'est ça, ce que t'as dit, c'était parfait. Oui. Et on le coupe pas, on le laisse. Hein. Ok. Donc, là où les femmes s'étirent peut-être de gauche et à droite, surtout dans le milieu de la beauté, tu vois, là où tu te dis, je peux peut-être croiser quelqu'un beaucoup plus belle que moi. Tu vois, quand on fait des événements, genre sur la beauté, sur le corps, sur le cheveu, on aime bien tous aller parce qu'on va s'acheter des choses, mais on ne doit pas aussi se mentir quelque part aussi. Tu pars, tu
tu prêtes aussi attention aux cheveux des autres, tu vois. Oui. Tu prêtes aussi attention au corps des autres, tu vois, et des choses comme ça. Et des fois, ça peut créer des complexes, mais comme aussi ça peut renforcer. Et comment vous faites, en fait, pour rendre ça un safe space? Donc, l'espace là où, en fait, ils peuvent se sentir en sécurité. Justement, tu fais bien de parler de ça parce que l'inclusivité, je ne sais pas si tu l'avais cité, mais l'inclusivité, ça fait aussi partie de l'une de nos valeurs. Et quand on regarde bien, dès qu'on a débuté, le premier événement qu'on a fait, on cherchait des modèles et en fait, on s'est dit, la beauté, chacun a sa vision de la beauté. Par exemple, je peux te trouver belle, une autre personne peut ne pas te trouver belle. Chacun a sa vision de la beauté. Donc, on ne peut pas dire cette fille, elle est belle et c'est universel. Donc, au final, on s'était dit, on va choisir des modèles très différents. Donc, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec des matières de cheveux différents, pour pas avoir ce standard justement de beauté qui perdure. Même si la communauté afro, on a un standard de beauté, déjà que dans les d'autres communautés, il y a des standards de beauté, et dans notre propre communauté, il y a des standards de beauté. En fait, on s'est dit, on va choisir plusieurs personnes avec des types de beauté différents. Et en fait, ce qu'on a aimé, c'est qu'on avait même eu des retours où certaines personnes étaient venues nous dire, pour les modèles grande taille, c'est difficile de trouver des vêtements. Des fois, certaines personnes, elles veulent s'habiller sexy, et on dit non, vu que tu as une grande taille, tu peux pas t'habiller sexy. Mais dans nos vêtements qu'on proposait, la gamme qu'on proposait, il y avait aussi des robes sexy qui pouvaient aller aussi au modèle grande taille. Et on avait des modèles qui portaient ça. Et certaines personnes étaient même surprises, se disaient « Ah, mais elles osent !» Et ça mettait un peu de confiance. Je pense que le fait de voir des beautés différentes qu'on voit pas tout le temps, ça va mettre d'office en confiance. On va se reconnaître dans « Ah, elle est comme ça, elle arrive à s'accepter. Peut-être que moi aussi, je peux réussir à m'accepter. » Parce qu'en soi, des fois, on voit tellement le même type de beauté, même dans la communauté afro, qu'on se dit « Ah, c'est ça le type de beauté. Ah ben moi, pour moi, je suis pas belle, je me vois pas belle. » Alors que s'il y en a plus, on arrive à avoir plusieurs différents types de beauté, ben on va peut-être réussir à s'accepter. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur le site. Dans tous les événements qu'on fait, les modèles qu'on choisit, elles sont différentes. C'est ce qu'on essaye même de prôner durant les événements. Donc, on essaye vraiment de faire en sorte que les modèles, il n'y ait pas de compétition entre elles. Parce que comme tu l'as dit, les femmes, elles sont toujours en compétition. Ah, elle est plus belle que moi. Même indirectement, on ne va pas le dire, mais on se sent moins belle qu'elle. On est un peu... Donc, on essaye de créer une atmosphère où, en fait, on s'entraide et on n'est pas dans la compétition. En fait, chacun a ses compétences, chacun a sa beauté, à sa propre manière. On essaie vraiment de prôner ça. Ouais. Et quand on parle des tailles et tout, un modèle et tout comme ça, je me dis, vous prenez aussi des petites. Parce que moi, avec ma petite taille, je te dis que... Et des fois, des gens ne se réalisent pas de ça. Hein. C'est vraiment, si tu es déjà mince et tu es petite, je te dis, les gens te prennent vraiment comme une petite. En fait, les gens, t'es trop mignonne. Les gens, ils ont... C'est comme ça, tchuc, tchuc, tchuc. Et je me dis, en fait, no, tu vois. Et je me dis, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre. Enfin, j'ai vu, on a mis des gens de grande taille, on a mis des gens peut-être avec des problèmes d'épaule. On met aussi des gens avec des handicaps, mais je ne vois pas encore des petites, tu vois. Si, en fait, bon, t'as des marques connues qui ont vraiment des catégories, même petites sur leur site. Hein. Ça, c'est connu. Tu as des marques comme Asos, Ah, Zalando, c'est des faux petites Yank. qui ont ça. Mais je pense qu'il faut être représentatif de la population et être réaliste. Dans une communauté, la communauté afro, elle est multiple. Déjà, juste en termes de couleur de peau, on a des nuances qui sont vraiment variées. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est prendre déjà souvent des modèles qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas la même texture de cheveux. T'as un modèle qui va avoir les cheveux bouclés, un modèle qui va avoir les cheveux crépus. Et même le crépus que ce modèle-là aura, ben, l'autre modèle n'aura pas forcément le même cheveu crépus que elle. On a des modèles qui sont très grands, qui sont plus petite taille, qui sont plus fines. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment prôner cette valeur à travers notre sélection de modèles. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile, parce que faut trouver aussi quelqu'un qui s'accepte comme il est, qui a confiance en elle. Que la fille a confiance en elle pour se retrouver sur les réseaux sociaux et s'assumer. C'est aussi une autre chose. Mais je pense que tout passe par l'éducation et par la déconstruction que la femme a de elle-même. La société facilite parfois pas. Ça dépend. Et je pense qu'il faut tout simplement déconstruire. Branchi, c'est ça, c'est un espace de bienveillance à la base. C'est censé être une safe place où dès que tu arrives sur le site, tu te dis « Ah, elle est comme moi. Ah, elle a les cheveux comme moi, etc. etc. » Et tu te sens pas en compétition avec le modèle. Donc, voilà. Ouais. Je voulais revenir sur des produits naturels parce que je me dis beaucoup de filles que moi je vois qui savent en fait faire des choses toutes seules, tu vois, sont vraiment sur ce truc-là naturel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reçu ça de la maison déjà depuis que vous étiez tout petite ou bien c'est vraiment quelque chose que vous-même vous vous êtes intéressée dans ça? Parce que moi je vois ma maman, par exemple, tout ce qu'il y a avec du gingembre, tu vois, le thé, tu vois, elle ramène vraiment du thé, du bled. Et moi, je comprenais pas ça. Je dis, mais ça sent mauvais, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Pourquoi ce thé-là, tu vois, et pourquoi ce produit-là? Et c'est avec, en fait, le temps, en grandissant, maintenant que je me dis,
ah, en fait, elle avait raison, c'est beaucoup mieux pour la santé. Comment vous vous êtes intéressé aux produits naturels? En fait, déjà de base, un peu comme toi, généralement, nos mamans, elles ont déjà des produits naturels qu'elles utilisent. Nous, on n'avait pas compris. On n'avait déjà pas compris, c'était avant-gardiste. Avant nous, elles étaient déjà rodées. Donc, en fait, nos mamans, elles ont déjà notre mère, elle utilisait déjà des produits naturels que nous, on n'utilisait pas parce que c'était naturel. On l'utilisait parce que notre mère, elle utilisait. Donc, on faisait pas forcément attention à ça. Mais comme tu as dit, plus on grandit et plus, en fait, plus on était soucieuse de se dire, on doit prendre soin de nous, de notre corps et de savoir qu'est-ce qu'on met sur notre peau, qu'est-ce qu'on met sur nos cheveux. Et surtout qu'en fait, souvent, on se casse beaucoup la tête à utiliser des produits où il y a de tonnes d'ingrédients qui sont même pas forcément bons pour nous. Et on en voit sur le long terme les conséquences. La peau comme elle est, tu peux regarder les peaux en Afrique de certaines personnes, elles ont des peaux mais magnifiques. Elles utilisent des fois juste du savon noir. Et nous, on se casse la tête à utiliser tout plein de tonnes de produits qui sont pas forcément naturels. Si encore c'était naturel, ça pourrait aller, mais qui sont pas forcément naturels. Mais on s'est dit, on peut utiliser ce type de produit si c'est naturel. En fait, nous, de base, on était un petit peu passionnés par des trucs naturels parce qu'on sait que c'est bon pour nous. On mange déjà même des trucs qui sont naturels. Donc, on s'est dit, même sur notre peau, il doit y avoir des trucs naturels. Et on pense qu'il y a aussi certaines personnes dans notre communauté qui recherchent ce type de produit. Et c'est là qu'en fait, on a prospecté, qu'on a vu que oui, il y a des créatrices qui créent ça de manière naturelle, réglementée, et qui arrivent à faire, même si c'est parfois difficile, qui arrivent à faire un bon produit qui peut convenir à notre type de peau, à nos types de cheveux. Donc, c'est de là, en fait, que ça a émergé. Ouais, mais ça demande aussi beaucoup d'études, alors, parce que je me dis, peut-être, il y a certaines plantes, il y a certaines... il faut peut-être des fleurs, je sais pas. Non, je suis en train de parler vraiment parce que je sais pas. Moi, la chose qui me casse, en fait, dans tout ce qui est naturel, des produits naturels et tout, parce que je me dis, je dois mémoriser ça, en fait. Je dois savoir, ça veut dire quoi, pourquoi c'est bien, ça vient d'où, tu vois, parce que de fois, moi, j'ai aussi peur de m'empoisonner. Je dis, Seigneur, j'allais faire un truc là. Et donc, est-ce que, tu vois, ça demande pas beaucoup d'études? Bon, je pense que c'est beaucoup d'études quand même. Ça demande de la recherche, mais après, nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est la chose à laquelle on aspire pour les semaines à venir, c'est s'entourer d'experts. Donc, en fait, là, ce qu'on a envie de faire, c'est travailler avec des personnes, une fois de plus, des femmes, qui sont docteurs, qui ont des connaissances en cosmétologie naturelle et qui vont venir vulgariser tout simplement les termes pour que tout le monde puisse comprendre à quoi sert tel et tel ingrédient, ou tout simplement comprendre que parfois, c'est même pas l'ingrédient en tant que tel qui fait le résultat, mais c'est ce que tu utilises en général. Savoir que, par exemple, je vais prendre le cas d'une problématique par laquelle je suis touchée, l'acné hormonal. C'est un type d'acné qui est vraiment difficile à traiter parce qu'il faut le traiter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que tu dois appliquer des produits qui sont spécifiques à ta problématique. Donc, des produits, ça peut être naturel, mais pas que. Attention, il y a aussi des produits clean et synthétiques qui sont très bons pour la peau. Il faut juste savoir lesquels. Quand je parle de produits clean et synthétiques, ça peut être tout ce qui est à base d'acides. Les acides hyaluroniques, les acides, tout ce qui est rétinol, les rétinules, les choses comme ça, qui existent aussi sous forme naturelle. C'est important de savoir comment les utiliser et ça marche aussi, notamment sur la peau. C'est pas parce que c'est synthétique et non naturel que c'est pas bon pour nous. Il faut juste connaître l'efficacité du produit et comment l'utiliser. Il faut aussi savoir que ça ne suffit pas. C'est aussi ce que tu mets dans ton corps qui est important. Ce par quoi tu t'alimentes. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu fais assez de sport? Est-ce que tu es stressé? Et c'est tout ça qui va avoir un impact sur ton corps, sur tes cheveux, sur ta peau, sur la manière dont tu vas prendre du poids ou en perdre. Et je pense que c'est une éducation qu'on doit se faire soi-même déjà. C'est important quand même d'essayer de comprendre par soi-même. Mais quand on a la flemme, alors dans ce cas-là, il existe des plateformes comme Branchi Marketplace qui ont pour but justement d'amener ce genre d'informations. Et ça passe par, oui, le fait de s'entourer d'experts qui vont venir vulgariser ces termes-là, qui vont venir apporter un peu plus comment dire, de profondeur à des termes qu'on peut trouver par-ci, par-là sur les réseaux sociaux ou sur Internet et avec lesquels on est un peu perdu. Donc, je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Mais le problème que j'ai entendu souvent que les gens ils ont, c'est qu'ils créent aussi des produits naturels et tout ça, c'est que c'est pas tout qui est permis en Belgique, tu vois, pour rentrer. Donc, de fois, on a la connaissance de chez nous. Il y a certaines plantes, il y a certains produits qui sont super bien, mais ils peuvent pas arriver jusqu'ici. Est-ce que vous avez aussi ce problème-là? Mais non, nous, de notre côté, on n'a pas ce problème-là parce qu'on prend des marques qui sont réglementées, qui essaient de respecter donc la réglementation européenne. Parce que normalement, pour commercialiser. Mais exactement ça, est-ce que c'est pas des fois dommage en fait? Parce que. Ouais, ça peut limiter. Ça, tu vois, ça limite quand même. Ça peut limiter l'utilisation. Après, je pense que tout dépend de la manière dont tu vas vendre la chose. Par exemple, je prends le beurre de karité. C'est un ingrédient qui est énormément utilisé aujourd'hui dans la cosmétologie naturelle par énormément de créatrices. D'ailleurs, on travaille avec des créatrices qui l'utilisent et elles le font venir généralement de Côte d'Ivoire, parfois du Ghana
un peu partout d'Afrique et elles le ramènent ici, elles le transforment et elles arrivent à le réglementer. Je sais pas, par exemple, tu as la marque Japade & Co qui vend toute l'histoire de la marque tourne autour des valeurs ancestrales et de la cosmétologie naturelle africaine. La plupart de leurs produits viennent d'Afrique. C'est juste qu'à la fin, ils arrivent à réglementer les choses. Je pense que tout dépend du processus et oui, il faut respecter, tu es obligé de respecter la réglementation européenne pour pouvoir vendre des produits. Certes, ça peut être un frein, mais tu peux contourner ce frein-là de la bonne manière. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment des workshops qui doivent vraiment être faits, là où les gens... Parce que je sens de plus en plus que les gens, on en a marre, en fait, de manger n'importe quoi, de mettre n'importe quoi sur notre peau et tout comme ça dans nos cheveux. Mais les gens n'ont pas, en fait, les informations. Et je me dis, si on peut encore avoir plus, tu vois, de brands comme vous qui peuvent aussi vraiment donner vraiment de workshops, vraiment expliquer aux gens vraiment cette importance. Est-ce que vous avez aussi pensé à commencer aussi vraiment à donner des workshops aux gens, à comment faire des produits toute seule? Justement, en fait, on avait eu, en plus des pop-up stores, on avait eu un concept store près de Roger. Donc, c'était un magasin éphémère qui a duré pendant 2 mois. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'en parallèle, en plus de vendre les produits, les cosmétiques, de vendre les cosmétiques plus les vêtements, on faisait des workshops, justement, le week-end, où en fait, on invitait des créatrices. Et là, pour le coup, il y avait une des créatrices qui créait son beurre de karité, qui était venue pour montrer comment elle fait son beurre de karité, un peu les processus. Parce qu'il y a un truc sur lequel tu avais dit, tu as raison, c'est que certaines poudres peuvent être dangereuses quand elles sont mal utilisées. Donc, les gens peuvent avoir des problèmes. Des fois, on a envie nous-mêmes de créer nos cosmétiques, mais on n'est pas forcément rodé pour faire ça. Et ça peut vite partir en cacahuète. Donc, là, elle était là. Elle a expliqué aux personnes comment créer justement le beurre de karité. Elle montait un peu le processus, le dessous. On a fait ça aussi avec les vêtements. Mais bon, pour les cosmétiques, des fois, c'est un peu plus compliqué. Parce que des fois, il y a plein de tout petits produits qu'on ne connaît pas. Et donc, ça prend beaucoup de temps pour réussir en fait, à assimiler comment faire un produit cosmétique. Mais c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire même dans le futur, de créer des petits workshops. C'est un truc qu'on a envie de continuer à faire même dans le futur. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, tout ça, c'est à Bruxelles. Et donc, vous êtes des entrepreneuses bruxellois. Comment se passe l'entrepreneuriat à Bruxelles? On est certes des entrepreneurs bruxellois, mais on est françaises de base. Donc, savoir que nous, on vient de France. Ah non, c'est fini, on arrête. C'est fini, on arrête. Moi, j'étais là. Non, c'est fini. Vous êtes des tricheuses. Veuillez nous excuser. On est françaises. Non, je rigole, vas-y. Donc, de base, nous sommes françaises. On vient de Marseille. On est venu en Belgique pour étudier au départ. Et par la suite, on a commencé à entamer notre processus entrepreneurial il y a quelques années. Du coup, il y a vraiment pas longtemps, plus ou moins. Donc, c'était en 2020. De base, on n'est pas du tout calé en tout ce qui est entrepreneuriat, vu qu'on a étudié le paramédical. Donc, nos études font qu'on n'y connaissait rien à l'entrepreneuriat. C'était un petit peu difficile parce que le problème, c'est que quand on s'y connaît pas, on s'oriente des fois vers des lieux calés dans ça. Des fois, ça peut, comment expliquer? Des fois, ça peut être positif et des fois, l'expérience peut être négative. Et en soi, au début, pour créer une marque, il faut être bien accompagné. Et donc, on a travaillé sur le branding, le personnage, sur savoir c'est quoi les valeurs vraiment de la marque. Mais en dehors de ça, il y a des trucs qu'on aurait pu faire. Comment expliquer? On a mal été... faire autrement. Il y a des trucs qu'on aurait pu faire autrement si on savait que... Parce qu'à Bruxelles, il y a vraiment une opportunité. On est française, mais on va pas se mentir, c'est Bruxelles qui a fait ressortir notre esprit entrepreneurial. Parce que vraiment... C'est plus c'est Bruxelles, mais c'est plus les personnes avec qui on a l'environnement. Avec qui on est resté. Mais l'environnement aussi, je trouve qu'à Bruxelles, les personnes sont beaucoup ambitieuses. Ouais. Je dis pas qu'en France, ils sont pas ambitieux, faut pas commencer à attraper ma veste. C'est pas moi. Non, c'est peut-être plus du lieu dans lequel on est né, où on avait un peu on n'avait pas forcément, on n'était pas entouré des personnes qui pouvaient nous, je sais pas, donner le truc pour dire que vous pouvez entreprendre et que en fait, pour nous, l'entrepreneuriat, c'était pas accessible à nous, quoi. Alors que l'entrepreneuriat, c'est accessible, je vais dire pas dire à tout le monde parce que pas tout le monde a la fibre entrepreneuriale, mais pour les personnes qui ont leurs rêves, qui voient les choses comme elles ont envie de les voir, c'est possible d'entreprendre. Il n'y a pas de limite pour nous parce que, comme on l'a dit, dans nos créatrices, il y a différents profils. Et donc, en gros, pour entreprendre, ce que je disais, c'est que il y a des trucs qu'on aurait fait différemment si on savait qu'en Belgique, il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous accompagner de manière gratuite, sans forcément débourser de l'argent, et qui peuvent vous accompagner à vraiment travailler sur votre projet en amont, à vraiment savoir où aller, où vous orienter. Et ça, on ne le savait pas avant. On a fait des erreurs, on va dire, et c'est bien parce que d'un côté, on apprend de nos erreurs. Mais on ne le savait pas avant d'avoir commencé le projet, quoi. En fait, les premières étapes qui ont suivi l'idée du projet, ça a été de chercher des personnes qui avaient donc de l'expertise
au niveau de tout ce qui est création de marque, renforcer aussi l'identité de Branchy, parce qu'au départ, on avait juste une idée, mais c'était flou. Et donc, la personne nous a aidé à renforcer notre histoire, notre why, notre vision, nos valeurs. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à côté de ça, commencé à prospecter les marques qui nous intéressaient au premier abord pour commencer à tester l'idée du projet. C'est-à-dire qu'on a cherché des marques, on a fait nos événements durant l'année 2022 pour voir si ça parlait au sein de la communauté française et belge. Et ensuite, après, on a développé le site quelques années après. Mais comme ma sœur l'a bien dit, ce qui a été difficile et les choses qu'on regrette et qu'on aimerait conseiller, c'est vraiment de faire vos recherches au préalable, vous entourer, prendre le temps d'avoir le maximum d'informations, aller aux événements qui existent dans la ville de Bruxelles et qui sont conçus pour les jeunes entrepreneurs. Et comme elle le dit, la plupart du temps, c'est gratuit. Il existe des incubateurs qui sont là aussi pour t'aider, pour concrétiser ton projet, pour concrétiser ton idée. Et je pense que si c'était à refaire, on aurait fait les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'on aurait commencé à se faire accompagner par ces incubateurs-là, par ces prestataires-là, par tous ces lieux qui existent pour nous. Et par la suite, concrétiser le projet. Ça permet d'éviter de gaspiller de l'argent, ça permet d'éviter de gaspiller de l'énergie et ça permet aussi de déjà créer son cercle de personnes qui peuvent potentiellement, à un moment donné dans ton projet, t'aider, de loin ou de près. Ouais, Voilà. Et les gens qui vous ont aidé, c'était beaucoup plus aussi dans la communauté ou pas forcément? Oui, on a choisi principalement des femmes afrodescendandes au tout départ, à savoir qu'il y en a avec lesquelles... c'était facile à trouver? Non, c'était pas du tout facile à trouver. C'est ça la difficulté qu'on a ressenti, ma sœur et moi, c'est que malheureusement, on connaissait personne ici en Belgique parce que du coup, on vient pas d'ici. Donc, on a dû un peu chercher comme ça, par-ci, par-là, sur Instagram, regarder sur Google les avis de la personne. Et on va dire que la plupart du temps, ça s'est bien passé, mais parfois, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que malheureusement, les personnes avec qui on a travaillé, elles n'avaient pas du tout la même vision que nous. Elles n'avaient pas du tout la même approche que nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, malheureusement, ça part un peu en cacahuète parce que... Et de quelle approche ou bien éthique vous parlez? Par exemple, nous, on est très dans la sororité. Ma sœur et moi, on est beaucoup axés sur le fait de valoriser la femme, faire confiance à la femme parce que ça fait partie de notre essence. En fait, on a été éduqués comme ça. Et en fait, tu te rends compte parfois que les personnes n'ont pas cette manière de fonctionner et elles vont être plus motivées par autre chose, notamment l'argent. Donc, elles vont venir avec cette approche-là de j'ai mon argent à faire et pas dans cette approche de t'aider à évoluer dans ton projet. Et donc, ça a été quand même quelque chose de difficile à vivre pour ma sœur et moi. Mais sinon, pour le reste, ça s'est très bien passé. Il y a des prestataires qu'on a connus au tout début du projet, avec lesquels actuellement on continue de travailler. Et on sait qu'avec les années, on restera avec ces personnes-là parce qu'elles ont été un précurseur pour notre projet. Non, ça c'est super. Et donc, vous avez senti quand même l'amour de Bruxelles. Bien Bruxelles sûr. vous a accueilli. Totalement. Et c'est vrai que comme ma sœur, elle expliquait, c'est vrai que après, je parle pour Marseille. À Paris, c'est différent, mais pour Marseille, la mentalité est différente. En Belgique, la mentalité, je trouve qu'elle est un peu plus ambitieuse. Et c'est vrai que je pense que si on serait resté chez nous, à Marseille, dans notre zone de confort, peut-être qu'on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, même si ce n'est que le début, je pense que Bruxelles, ça a eu un impact dans notre histoire. Donc, oui. Bruxelles. Bruxelles. Non, mais ça fait fortement plaisir d'entendre ça parce que souvent on attend que du négatif. Tu vas à Bruxelles, on se soutient pas. Bruxelles, trop de rageux, Bruxelles, tout ça. Et d'avoir en fait des gens qui viennent d'autre part et qui viennent ici, qui se disent non, on a aimé la ville, ça nous a même motivés à entreprendre, ça nous a bien accueillis, nos projets, tout ça, ça a aidé. Donc, c'est vraiment super positif. Et quelles compétences vous avez pu développer pendant votre démarche? Donc, on va dire qu'avec le temps, on a développé la discipline. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important parce que c'est bien d'avoir de la motivation. Le problème, c'est que la motivation, c'est pas du tout constant. Ça vient, c'est des pics. Tu peux te lever avec une motivation, ça va durer 5 minutes et puis 10 minutes après, tu seras déjà démotivé. C'est vraiment la discipline et l'organisation, quelque chose qu'on a développé. On était des personnes très, très, très mal organisées au départ. Pendant nos études, on était le genre de personnes à étudier au dernier moment pour nos examens. Et avec Branchy Marketplace, on a vraiment appris à s'organiser. Nos journées sont vraiment cadrées. On a une routine à faire tous les jours. On prévoit nos journées soit le matin, soit le soir avant de dormir. On sait exactement ce qu'on doit faire chaque semaine, chaque jour. Et donc, discipline, organisation. Le fait aussi d'être ouvert aux propositions d'autres personnes, aux idées. Y a quoi encore? Responsable aussi. Oui. On a quand même managé un événement alors que de base, on n'était pas du tout dans l'événementiel. Donc, on a managé des événements à nous deux
Sachant que, comme elle l'a dit, de base, on est très désorganisé. Donc, ça nous a permis d'être beaucoup plus responsables. Totalement. D'être beaucoup plus... Même ambitieuses, en fait. Ça a nourri notre ambition, tout simplement. Parce qu'en fait, tu commences un projet avec quelques idées. Et au fur et à mesure, tes idées grandissent. Tu vois plus loin, tu te projettes. Et tu as envie de créer encore autre chose qui reste dans la même ligne dans la même ligne de conduite que Branchy Marketplace. Parce qu'en fait, tout ce qu'on crée à côté qui ne concerne pas directement la marketplace est en lien avec la femme afrodescendante. Et du coup, ça nourrit ton ambition, en fait, tout simplement. Et tout ça dans combien de temps? En 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi. Wow, girls, come on now. Merci. Non, super. Si vous pouvez donner des conseils à peut-être une jeune femme noire qui vous regarde et qui pense aussi à faire quelque chose, qui pense aussi à se lancer, ou bien même qui est en train de se créer son petit truc, elle pense, mais est-ce que Branchy Marketplace va accepter un produit? Mais est-ce que ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes dames? Moi, si je peux dire, je lui dirais vraiment de se faire confiance et te dire que les limites, c'est elle-même qui te les impose, qu'il n'y a pas de limite. Parce que nous-mêmes, on peut voir que, comme on l'a déjà dit, les créatrices avec qui on travaille, il y a des mères de famille, il y a des filles de 19 ans, beaucoup plus jeunes que nous, qui ont créé leur marque. Donc, en fait, l'ambition, l'envie, ça vient n'importe quand. Il faut être juste responsable, ne pas avoir peur, ne pas se mettre des limites et surtout, comme Soraya l'a dit, ne pas hésiter à se faire accompagner, de demander vraiment de l'aide de partout, de se renseigner en amont avant de créer le produit. Et si elle a un produit bien, donc elle n'hésite pas à nous envoyer un message. En fait, sur notre site, il y a un onglet qui s'appelle Vendre sur Branchy et la personne peut directement nous contacter via le site. On reçoit le formulaire et on traite après l'information. Mais je veux vraiment juste appuyer sur ce qu'elle a dit, ma sœur, au-delà du mindset, parce que ça aussi, c'est très important. C'est nourrir son mindset, déjà. Nous, on a aussi nourri... ce qui s'est développé comme compétence, c'est l'amour de la lecture. Je ne vais pas dire que c'est une compétence, mais je vais dire juste quelque chose qui s'est développé entre-temps, l'amour de la lecture, la soif d'apprendre, tous les jours de s'informer, de faire des formations, de lire ce qui existe déjà, d'observer aussi, beaucoup d'observations auprès de nos concurrents, pas pour forcément les copier, mais pour s'inspirer, pour savoir aussi ce qui manque, pour pouvoir mieux rebondir. Et comme elle l'a dit, de bien s'accompagner, de bien prendre les informations, de prendre les conseils, ne pas forcément les suivre à la lettre, attention, parce que tout conseil n'est pas bon à prendre, mais d'écouter au premier abord et après de faire son tri, savoir ce qui peut être bon pour elle et ce qui ne peut pas être bon pour elle, d'aller à des événements créés pour les entrepreneurs. Il en existe énormément à Bruxelles, même en dehors de Bruxelles, il y en a chaque semaine. Tu retrouves ça sur tout ce qui est 18-19, Start Lab, tu as également l'incubateur Hub Bruxelles qui met à disposition des ressources qui sont juste incroyables pour les entrepreneurs et c'est gratuit. Il suffit juste de lire, il suffit juste de les appeler pour pouvoir savoir quoi faire. Et ils te donnent directement des informations vers qui te tourner quand tu as telle et telle problématique. Et ça, pour nous, c'est vraiment, si on devrait recommencer aujourd'hui notre projet, c'est la chose par laquelle on passerait d'office. Merci beaucoup d'être venu chez Menji. C'était vraiment super inspirante de vous entendre parler. Et surtout aussi, merci d'être là. Merci de prendre cette place que vous prenez parce qu'on en a vraiment besoin. On peut vous trouver où? Vos socials? Et s'il y a aussi des gens qui veulent envoyer leurs produits, c'est où qu'ils peuvent envoyer? Alors, notre Instagram, c'est Branchy Marketplace, tout collé. Notre Facebook également, notre TikTok également et notre Pinterest aussi. Et pour nous contacter, c'est vendre sur Branchy directement sur le site web www.branchymarketplace.com. Voilà. Branchy avec un tiré entre le T et le Marketplace. T'inquiète pas, ma team de production va écrire ça. Voilà. C'est super grand. Non, mais franchement, les filles, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez terminer avec? Merci de nous avoir invités déjà. Voilà. Et on a passé un très très bon moment. Voilà. Hein. Et la seule chose que je voulais rajouter, c'est ce qui nous motive aussi à continuer, c'est aussi la communauté, il faut le dire. Merci à la communauté de nous suivre de croire en et nous, de croire en nous, de croire à nos valeurs, à notre vision. Et c'est eux qui nous permettent chaque jour aussi de continuer quand parfois on est un peu démotivé, à s'accrocher et à croire à notre succès. Merci à la communauté. Thank you so much. Merci d'avoir regardé Menji. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'abord déjà sur YouTube, liker sur Spotify, c'est très important. Dites j'aime bien ce podcast et aussi nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup. See you next time. Bye.